Madame, Monsieur, la riposte de TV Liberté à la censure de YouTube s'organise. La riposte juridique et possiblement judiciaire est engagée. Nous rétablirons notre bon droit. La riposte financière se poursuit. Grâce à votre mobilisation, notre objectif à 750 dons est atteint. Soyez-en remerciés. La censure YouTube nous porte un nouveau coup qui nécessite de nouveaux engagements financiers importants. Il ne faut donc pas relâcher votre effort. La riposte de l'audience est entre vos mains. Regardez, diffusez, partagez, likez les programmes de TV Liberté. Abonnez-vous à nos nouvelles chaînes, faites connaître notre site tvliberté.com et nos réseaux sociaux. Organisez la viralité de nos émissions. La riposte est en marche, elle passe aussi par vous. Comment le fils d'un simple aubergiste du Lot a-t-il pu finir maréchal d'Empire, grand-duc et même roi? Eh bien c'est tout le parcours extraordinaire de Murat. Engagé en 1787 dans l'armée, il va gravir les échelons un à un avant de croiser la route d'un certain Bonaparte. Et là son destin va totalement changer. En quelques années il va devenir maréchal d'Empire, grand-duc de Berg et de Clèves, puis roi de Naples. Et bien sûr il va marquer l'histoire militaire de l'Empire à la tête de sa cavalerie en se lançant dans des charges avec ce panache qu'on lui connaît. C'est parti pour l'histoire de Murat. Joachim Murat est né le 25 mars 1767 dans le Lot, je l'ai dit, c'est le fils d'un simple aubergiste. Et tout d'abord, ses parents vont le destiner à la carrière ecclésiastique, comme beaucoup de gens à l'époque, mais son tempérament de feu va le faire renvoyer. Déjà, ça commence. Alors, il va s'engager en 1787 dans le 12e régiment de chasseurs à cheval des Ardennes. Ce sont ses premiers pas dans l'armée et comme je l'ai dit, il va gravir les échelons un à un. En peu de temps, il va finir maréchal des logis et c'est alors qu'éclate la révolution de 1789. Et là, Murat s'enthousiasme. Il est de toutes les revendications, de toutes les altercations. D'ailleurs, lorsqu'une mutinerie éclate au sein de son régiment, Murat, évidemment, en fait partie. Il va être renvoyé de l'armée et il va donc devenir épicier à Saint-Céré. Vous vous rendez compte, le grand Murat qui aurait pu finir épicier dans ce petit village dont personne ne sait où c'est de toute façon. Malgré tout, il va participer à la vie politique locale, il va quand même fréquenter les clubs révolutionnaires. En 1791, il va être autorisé à réintégrer son régiment de chasseurs à cheval, mais en tant que simple soldat, puis il va être nommé membre de la garde constitutionnelle de Louis XVI. Et là, tout révolutionnaire qu'il est, eh bien ça lui plaît pas. Ça grouille de Royco là-dedans, donc Murat s'en va à nouveau. Il va être réintégré dans son régiment en tant que maréchal des logis, le poste qu'il avait abandonné. Et là, les choses s'enchaînent. Il va finir lieutenant en 1792, puis en 1793, il va servir dans l'armée du Nord et il va atteindre le grade de chef d'escadron. Comme il partage les idées jacobines de Robespierre, eh bien à la chute de Robespierre, il va se retrouver sans affectation. Mais l'année suivante, lors de la fameuse insurrection royaliste et conservatrice, même s'il y avait aussi des modérés, de Vendémiaire, eh bien son destin va l'amener à croiser la route du destin d'un certain Bonaparte. Bonaparte a pour ordre de mater la révolte et pour ce faire, il a besoin des canons qui sont situés non loin de là et c'est Murat qu'il choisit pour emmener chercher ces canons, ce qu'il fera avec brio et ils parviendront à mater la révolte. En 1796, Murat est nommé général de brigade et ensuite il va à nouveau suivre Bonaparte dans sa flamboyante campagne d'Italie en devenant l'aide de camp de celui-ci. Et là, il va faire preuve de toute sa bravoure au combat. Et d'ailleurs, il va être honoré puisqu'il va être choisi pour ramener les drapeaux pris à l'ennemi à Paris. Il est donc de l'expédition d'Italie. Ensuite, il est aussi de l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1700
1798 et c'est là qu'il est nommé général de division. Et en 1799, lorsqu'il rentre en France avec Bonaparte, eh bien c'est le coup d'État du 18 Brumaire qui se prépare. Évidemment, Murat est aux côtés de Bonaparte dans ce complot. Bon, vous le savez, j'ai fait un épisode là-dessus. Bonaparte va vite être déstabilisé devant les députés. Il va donc devoir faire appel à l'armée, aux grenadiers. Et c'est Murat qui, avec ses grenadiers, alors que Bonaparte est prêt à être mis hors la loi, c'est Murat à la tête de ses grenadiers qui pénètre dans l'orangerie et qui s'exclame « Foutez-moi tout ce monde dehors ». Napoléon devient donc consul, puis premier consul. En 1800, il offre sa sœur Caroline en mariage à Murat. Lorsque la nouvelle campagne d'Italie se déclenche, qui se terminera par la victoire de Marengo, eh bien le premier consul Bonaparte place Murat à la tête de la cavalerie, et encore une fois, il fait des merveilles contre les Autrichiens. On raconte qu'il est revenu de cette campagne d'Italie avec, nous dit-on, nous dit Berthier, ses habits criblés de balles. Il devient gouverneur de Paris en 1803, puis en 1804, lorsque l'Empire est proclamé, eh bien Murat fait partie de la première promotion de la Légion d'honneur aussi, mais surtout des maréchaux d'Empire. Lors de la campagne de 1805 contre les Austro-Russes, qui se terminera pas, mais qui aura pour apogée la bataille d'Austerlitz, là aussi, Murat se distingue par sa bravoure au combat à la tête de la cavalerie. Il est d'ailleurs le premier à entrer dans Vienne. Il fait encore une fois des merveilles l'année suivante, 1806, campagne de Prusse, bataille d'Iéna, à la tête de la cavalerie toujours. Murat est chargé de poursuivre les armées en fuite, et là il fait, après Iéna, 14 000 prisonniers. Et là, cette campagne justement va se terminer sur ces mots célèbres de Murat à Napoléon: « Sire, le combat fini, faute de combattants ». Là on est vraiment au summum du style, on ne peut pas faire mieux. L'année suivante, nouvelle campagne, 1807, cette fois c'est contre les Russes avec la terrible bataille d'Eylau, et c'est là que Murat va littéralement entrer dans la légende. Les Français ont beaucoup de mal dans la neige, sous le feu des canons russes. Les Russes sont en train de prendre l'ascendant, d'occuper le centre du dispositif. Bonaparte n'a plus le choix pour renverser la situation. Il se tourne alors vers Murat et lui lance cette phrase restée célèbre: « Vas-tu nous laisser dévorer par ces gens-là » Là, Murat, ni une ni deux, il monte sur son cheval, il ramasse toute la cavalerie qu'il peut trouver sur le champ de bataille, 12 000 hommes, et là il lance l'une des charges les plus impressionnantes et les plus mémorables de l'histoire militaire, la charge de Murat à Eylau, qui va, pour un temps, avant l'arrivée du maréchal Ney en renfort, renverser le cours de la bataille. Après ces campagnes, Napoléon est au sommet de sa gloire, il règne quasiment sur l'Europe entière, et c'est là qu'il va se mettre à offrir des royaumes à ses fidèles et à ses frères et sœurs, même si ça lui coûtera cher, même à ses fidèles également. Et donc c'est le royaume de Naples qui va revenir à Murat, puisqu'il est membre par alliance de la famille Bonaparte, il a épousé Caroline, et c'est ainsi que Murat, petit-fils d'aubergiste, devient roi de Naples et de Sicile le 15 juillet 1808 sous le titre de Joachim Ier. Il va alors s'évertuer à moderniser son royaume, et là, un peu comme tout le monde, comme les frères et sœurs de Napoléon, comme les maréchaux qu'il a placés sur des trônes, et bien là il va faire part de quelques velléités d'indépendance qui vont gentiment agacer l'empereur. En 1812, malgré tout, il va participer aux côtés de Napoléon à la désastreuse campagne de Russie. Il est toujours à la tête de la cavalerie, et pendant la retraite de Russie, qui a été une catastrophe pour l'armée, il va être de tous les combats pour essayer de sauver les débris de cette immense armée en déroute. Lorsque Napoléon rejoint Paris, il charge Murat de commander l'armée en son absence, vu que l'Europe coalisée se presse aux frontières, il y a un besoin pressant de commandement, mais là le petit Murat il commence à s'inquiéter pour sa petite couronne, et donc il va abandonner le commandement à Eugène de Beauharnais, et il va rejoindre son royaume. Cette campagne se solde par la terrible défaite de Leipzig en octobre 1813. Murat, qui s'est fait remonter les bretelles, est aux côtés de Napoléon, mais là, dès cette défaite, il s'empresse de retourner à Naples afin de négocier sa couronne avec les Alliés. Et c'est ainsi que, malgré l'abdication de Napoléon, Murat va être maintenu en tant que roi. Il n'y a pas à dire, la trahison ça paye, enfin pour un temps du moins, puisqu'en 1815, lorsque Napoléon revient de l'île d'Elbe, eh bien le petit Murat revient en rampant
Après avoir déclaré la guerre aux Autrichiens et avoir pris une déculottée, il revient en rampant auprès de Napoléon. Il a plus de royaume, le pauvre, mais Napoléon ne veut plus en entendre parler. C'est ainsi malheureusement que Murat ne participera pas à la bataille de Waterloo, où la cavalerie française, mal commandée par le maréchal Ney, a été décimée par les Anglais. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on aurait bien eu besoin de Murat, malgré tous ses défauts, malgré le fait qu'il en faisait trop, il avait toujours des habits somptueux, enfin il se l'a donné un peu le mec. Et malgré sa trahison, on aurait quand même bien eu besoin de ce Murat à la tête de la cavalerie. À Waterloo, je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais en tout cas ça aurait pas été aussi désastreux qu'avec Ney. D'ailleurs Ney, on va en parler dans un prochain épisode, hein. T'inquiète pas mon gaillard, j'arrive, hein, je t'oublie pas. En octobre 1815, Napoléon est déchu, Murat est exilé en Corse, mais là il va quand même tenter de retrouver sa couronne. Il va débarquer sur les côtes de Calabre et là il va être capturé et condamné à mort, passé par les armes. Malgré tout, il va finir en beauté puisque c'est lui qui va commander le peloton d'exécution. On peut dire ce qu'on veut de Murat, on peut le critiquer sur le fait qu'il se l'a pété un peu, on peut le critiquer sur son ambition, sur sa trahison, sur le fait qu'il doit tout à Napoléon et qu'il n'a pas su être présent pour lui à certains moments. On peut le critiquer, néanmoins, c'est quand même un cavalier de renom qui a mené justement la cavalerie française à des gloires jamais atteintes auparavant. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Liberté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, là c'est très important avec les attaques et les suppressions de chaînes que TV Liberté subit. Il est très important de vous abonner partout où TV Liberté est présent et bien sûr de faire un don pour soutenir la réinformation. À la semaine prochaine.